Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous reprenons ce cours après avoir parlé essentiellement de molécules, ce qui n'est pas très étonnant puisque, vous vous souvenez, la démarche, c'est soit d'utiliser des protéines qui sont des objets moléculaires, soit de s'inspirer de ces enzymes pour faire des catalyseurs moléculaires. Évidemment, la démarche incluait de la molécule, puisque les objets qu'on veut copier sont des molécules. Alors évidemment, l'approche bio-inspirée ou l'approche hybride ne concerne pas que les molécules. Elle concerne aussi les matériaux. Il y a énormément de travaux qui ont été faits sur l'approche matériaux bio-inspirés. Ce n'est pas directement ma spécialité. Il y a des experts, y compris ici, dans cette approche-là, et en particulier, vous avez entendu ce thème-là dans les cours de Clément Sanchez. Mais je vais vous montrer un peu une approche, des approches un peu spécifiques. D'ailleurs, pour commencer, je vous montre quelque chose qui m'a été fourni par Clément. Ce n'est pas du tout de la catalyse ici, ce sont des matériaux de structure. Ici, ce qui est important, c'est de copier la nature des matériaux, la forme, l'organisation des matériaux, etc. Et ici, ce qui est important de noter, c'est toutes les applications qui peuvent être tirées de ces approches-là. J'ai déjà présenté cette diapositive la dernière fois, je crois, ou il y a 2 semaines. Dans le film, j'ai parlé du velcro avec la fleur de Bardane. Mais vous voyez, il y a tout un tas d'applications dans le domaine des nanocomposites à partir d'approches bio-inspirées, copier des os, copier du nacre, copier la carapace du crabe, enfin, etc., etc. Certaines propriétés tout à fait fabuleuses de matériaux du vivant, comme évidemment les fils de l'araignée ou le byssus des moules qui constituent des colles tout à fait intéressantes. Des adhésifs comme qu'on peut construire en s'inspirant de la peau des lézards, enfin, etc., etc. Il y a eu énormément de choses dans ce domaine-là, c'est absolument fascinant, ce n'est pas du tout mon domaine de recherche, et donc je voulais simplement vous évoquer ça pour passer à des choses qui ressemblent plus à ce dont j'ai parlé, mais on va discuter de matériaux. Alors, donc la démarche est toujours la même. Et donc là, je reviens à la catalyse, parce que je vais parler de catalyse essentiellement. Et donc, il s'agit, vous vous souvenez, de traduire les principes de structure et d'organisation des sites actifs moléculaires, qui sont moléculaires, des enzymes, maintenant en solution de type matériaux. Donc, on va parler de matériaux catalytiques bio-inspirés et on va parler de matériaux bio-hybrides, enzymes artificielles, mais vous allez le voir, qui inclut des nanoparticules et donc des matériaux solides, qui vont être solides, mais solubilisés par la protéine. On ne se refait pas, je vais à nouveau rester dans mon domaine de prédilection pour garder la cohérence, et puis aussi parce qu'il vaut mieux parler de choses qu'on connaît. Il y en a d'autres qui font pas attention à ça, mais donc je vais rester dans le domaine de la photosynthèse artificielle, pour l'essentiel. À la fin, ça sera plus de la catalyse dans différents domaines, stress oxydant, enfin, etc. Donc je reviens à ce système fabuleux que vous connaissez bien maintenant pour ceux qui sont régulièrement venus à mes cours, qui est le photosystème. Alors ici, on a depuis très peu de temps, hein, vous vous souvenez, Nature 2011, on a depuis très peu de temps une information structurale d'une très très grande précision. Vous voyez ce système extrêmement complexe avec une résolution de 1,9 angstrom, c'est tout à fait étonnant. Ça permet d'avoir des informations, y compris à l'échelle de l'atome, de la molécule et des protons, des molécules d'eau, etc. Et alors, vous vous souvenez que c'est le système donc, qui permet dans les micro-organismes photosynthétiques de collecter les photons de la lumière solaire
et de convertir cette énergie en énergie électrique par la capacité de tirer les électrons de l'eau, et cette extraction des électrons de l'eau qui, parallèlement, conduit à de la production d'oxygène moléculaire, celui qu'on respire, se fait au niveau d'un système d'une très très grande complexité, qui est ce photosystème, vous voyez, 19 protéines, 35 chlorophylles, 2 phéophytines, 11 carotènes, etc., des lipides, des quinones, et puis tout un tas d'ions métalliques. Et c'est effectivement quelque part ici que se situe un complexe. Et là déjà, vous voyez qu'on commence, ce n'est pas du matériau, mais ce n'est pas non plus un ion métallique comme on en a vu souvent, c'est plusieurs ions métalliques. Vous voyez, en violet, vous avez les atomes de manganèse. Ici, c'est un zoom sur cette partie-là. Ici, vous voyez le cluster métallique. Donc, vous avez des ions manganèse en violet. Vous avez un ion calcium. Et puis, ces ions sont liés les uns aux autres à travers des ponts oxo. Ce sont des molécules d'eau, des protonés. Et puis, vous avez des molécules d'eau additionnelles. Voilà. Donc, on a un système qui est inorganique, par définition. Et donc là, eh bien, on est déjà dans le domaine des oxydes métalliques, calcium, manganèse, mixtes. Alors, en 2010, il y a eu un certain nombre de travaux qui, parce qu'on savait qu'on avait des choses de type oxo, manganèse, calcium, qui ont commencé à regarder les propriétés catalytiques des oxydes de manganèse et puis des oxydes mixtes de calcium. Donc vous voyez, ce sont des travaux extrêmement récents. Donc vous pouvez en effet produire par ces lois de synthèse des oxydes de manganèse, Mn2O3, avec des surfaces spécifiques qui ne sont pas extraordinaires ici, mais on commence à, si on regarde la structure ici, on voit des atomes de manganèse dans des environnements oxo, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans le site actif de l'enzyme. Et puis on peut aussi, et donc ça, vous voyez, c'est des résultats très récents, synthétiser des matériaux jusqu'à la marokite, qui est un oxyde mixte de manganèse et de calcium, mais on peut s'arrêter avant en laissant quelques molécules d'eau dans la structure. Ça, c'est très très important parce qu'on verra que ces molécules d'eau ont une importance en catalyse. Et là, on verra un peu plus en détail, mais on voit, vous voyez, un atome de calcium en violet des atomes on peut peut-être baisser un petit peu, des atomes de manganèse en violet, des oxos, c'est des choses quand même assez proches du système enzymatique. Voilà, alors à partir de là, on a ces matériaux, et bien on fait de la catalyse d'oxydation. Alors ce sont des systèmes simples, vous avez déjà vu ces choses-là. On peut oxyder de l'eau avec du cérium 4, le potentiel est suffisant pour oxyder de l'eau. Et comme vous pouvez le voir ici, en comparant différents types de matériaux, il est très clair que les mixtes manganèse-calcium sont très supérieurs aux oxydes de manganèse, commerciaux ou synthétisés, qui se situent par là. On peut avoir en effet des surfaces spécifiques plus importantes, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Et aussi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous voyez que la marokite qui est ici là, est beaucoup moins active que cet oxyde avec des molécules d'eau. Donc les molécules d'eau sont très importantes. On peut faire aussi de la photooxydation de l'eau. Donc le principe, c'est d'avoir un photosensibilisateur. Ici, c'est un système simple. Ruthénium tris-BP, c'est le photosensibilisateur classique, donc il collecte la lumière, fait une séparation de charge, et il vous faut évidemment un accepteur d'électrons. Ici, c'est un sel de cobalt 3, mais ça pourrait être ce que vous voulez, du persulfate, enfin, etc. Et donc, cet accepteur d'électrons sur le ruthénium excité conduit à une espèce ruthénium 3+, qui est suffisamment oxydante pour oxyder de l'eau, moyennant qu'il y a un catalyseur. Et là encore, vous voyez qu'on a de la production d'oxygène, c'est ce que rapporte cette figure, et les meilleurs catalyseurs sont à base de calcium et de manganèse, et en présence de molécules d'eau. Alors, au tout début, évidemment, les gens qui ont travaillé là-dessus, je pense à Kurtz, en particulier en Allemagne, s'est amusé à imaginer que ces systèmes-là, qui pouvaient être présents très tôt à l'origine de la vie, étaient peut-être le photosystème 2 de l'origine. Probablement que l'oxygène, parce que vous savez, il y a tout le monde admet
tout le monde admet que l'oxygène qui est présent sur la Terre n'est dû exclusivement qu'à l'activité des organismes photosynthétiques. Que l'arrivée de l'oxygène sur la Terre, qui a commencé par voir se développer la vie en absence d'oxygène, a vu l'oxygène arriver dès lors que des organismes photosynthétiques ont été créés. Alors vous voyez qu'en réalité, des catalyseurs inorganiques comme ça peuvent faire le boulot sans qu'il y ait de vie, du soleil, des oxydes comme ça, et on peut faire de l'oxydation de l'eau. Alors il faut des oxydants, il faut des photosensibilisateurs. Il s'avère qu'il y a pas très longtemps, des astrophysiciens m'avaient posé la question est-ce que la détection de l'oxygène sur une planète est une preuve de la vie? Et ça, c'est pour les astrophysiciens, c'est un critère admis à peu près par tout le monde. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi dans cette idée-là. Bon, il s'avère qu'ils étaient en train de monter une manip pour aller mesurer de l'oxygène, je ne sais plus sur quoi. Et donc, j'ai été obligé de leur dire que, il fallait quand même faire attention avant d'engager des millions, pour ne pas dire des milliards d'euros dans la manip, parce que moi-même, j'étais plus trop convaincu que la présence d'oxygène était la sonde pour la présence de vie et qu'il pouvait y avoir des processus qui décomposaient l'eau de façon, avec ce type de matériaux. Ça les a un peu perturbés, mais je crois qu'il faut faire attention à cette théorie. Il y a des systèmes naturels non vivants qui sont capables de faire des réactions qui nous paraissent aussi fabuleuses que l'oxydation de l'eau en oxygène, mais avec une certaine efficacité. Ça en est un exemple. Bon, là encore, ce sont des datas, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, mais je conclurai de ce tableau que vous n'avez pas besoin de regarder en détail qu'en effet, on va retrouver les meilleures activités exprimées en TOF, hein, ça veut dire turnover frequency, c'est fréquence de turnover, c'est un nombre de cycles catalytiques par unité de temps, plus important, vous voyez, dans des systèmes qui sont de type calcium-manganèse par rapport en bas aux oxydes de manganèse. Voilà. Bon, il y a des travaux sur les mécanismes. Certainement, l'association de plusieurs atomes de manganèse et l'association de manganèse et de calcium facilite la réaction. De toute façon, s'il y a de l'activité catalytique, s'il y a un plus apporté par cette association, c'est bien qu'il y a une synergie entre les systèmes. Alors ici, il y a tout un tas d'hypothèses sur la façon dont deux molécules d'eau interagissent pour donner une liaison oxygène-oxygène et de l'oxygène moléculaire. Ça peut être, vous voyez, entre deux molécules d'eau, des protonés sur deux atomes adjacents de manganèse oxydé. Ça peut être une molécule d'eau nucléophile qui attaque un oxygène électrophile sur un manganèse très oxydé. Ça peut être des réactions entre les deux ponts oxo ou un pont oxo et une molécule d'eau. Ça peut être aussi, parce qu'il faut peut-être faire intervenir le calcium aussi. Le calcium est un assez bon acide de Lewis, donc des polarisation et la molécule d'eau des protones devient plus nucléophile. Où est-ce que voilà, ici par exemple, et attaque un oxo adjacent sur manganèse, enfin, etc., etc. Vous pouvez imaginer toutes sortes de mécanismes. Ça devient plus difficile d'étudier les mécanismes sur des matériaux que sur des molécules. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a juste après quelque chose d'assez intéressant entre l'aller-retour enzymes, matériaux et puis molécules. Voilà, pour terminer, ceci est un assez bel exemple, je pense, d'une approche bio-inspirée qui conduit à un catalyseur qui, y compris sur le plan structural, a beaucoup de ressemblances avec le site catalytique ici, vous voyez, du photosystème 2, à nouveau le calcium, les atomes de manganèse, des oxos qui pontent, et la structure de cette marokite a tout un tas de similitudes. Donc voilà, on a, comme dans le système des mélanges de manganèse 3, manganèse 4, on a un mélange de manganèse et de calcium, on a des sites de coordination vacants, donc on a toutes les propriétés qu'on retrouve dans le système photosynthétique. Deuxième exemple qui m'intéresse parce que c'est de la réduction de protons pour donner de l'hydrogène. Il y a un grand engouement aujourd'hui sur les sulfures de molybdène.
pour tout un tas de raisons, mais y compris parce que on commence à comprendre que le molybdène, dans un environnement soufré, a été un choix naturel, a été un choix du vivant pour faire un certain nombre de réactions. Et y compris des choses compliquées comme la réduction de l'azote ou la réduction des protons, parce qu'il s'avère que cette nitrogénase dont j'ai parlé la dernière, je ne sais plus quand, enfin il y a 2 ou 3 cours, dont vous retrouvez ici le site actif. Vous voyez, là aussi, on est dans le monde inorganique avec ce cluster assez complexe, avec des atomes de fer en marron et un atome de molybdène. C'est lui qui va nous intéresser. Dans un environnement soufré, en jaune, vous avez des atomes de soufre. Ce qui est remarquable avec ce système, c'est le RERB qui ne marchait pas très bien, je crois. Je crois que tu n'es pas le seul. Ouais. Ce qui est remarquable avec ce système, vous voyez, c'est que ce gros ensemble avec plein d'atomes métalliques est accroché par 2 endroits, une cystéine sur un fer et cette histidine sur un molybdène. Et vous vous souvenez que, enfin pour ceux qui étaient là, qu'on pouvait retirer de façon, en maintenant l'intégrité de cet ensemble, le cluster de la protéine. Bon, voilà, à partir de là, donc c'est là que se passe la réduction des protons et de l'azote. Donc tout un tas de gens se sont intéressés à des sulfures de molybdène et également à des matériaux de type MOS2 et MOS3 pour faire de la catalyse. Alors, en fait, l'histoire a démarré au milieu des années 2000 et notamment par une approche théorique. Je ne suis pas théoricien, mais je pense que la puissance de la chimie théorique aujourd'hui est devenue incontournable pour comprendre tout un tas de choses. Et voilà une réaction que je vais... Enfin, quelques résultats de chimie théorique que j'ai présentés il y a quelques années, mais qui en fait, facile à comprendre. La réaction qu'on étudie, c'est celle-là. 2H+, plus 2 électrons donne H2. L'état initial, c'est H+, et des électrons. L'état final, c'est H2. Et l'état final et l'état initial sont au même niveau d'énergie, potentiel 0 volts. On peut écrire un mécanisme où la première étape est la réduction d'un proton par un premier électron pour donner une entité de type atome d'hydrogène, donc, qui est dans un état très activé, et ensuite la deuxième étape étant la réaction d'un proton d'un électron avec cet atome d'hydrogène pour donner H2. De sorte qu'un diagramme énergétique très simple de cette réaction, c'est l'état initial ici, un état excité, qui est cet atome d'hydrogène, et le produit final. Alors, vous comprenez très bien que plus ce delta G est positif ou plus il est négatif, et moins ça marche. S'il est trop élevé, ce niveau, eh bien, on ne l'atteint jamais, donc ça ne marche pas. S'il est trop bas, on l'atteint, mais il ne bouge plus, et on ne fait pas de l'hydrogène. Donc, vous comprenez très bien que l'électrocatalyseur optimal, c'est celui qui va, en gros, être autour de delta G égale 0, c'est-à-dire que cet état est ici au même niveau que H+, plus un électron et H2. Et les calculs théoriques ont montré que, en effet, le platine, la nitrogénase et l'hydrogénase étaient pas loin de ce niveau 0, et ce qui explique parfaitement bien les résultats expérimentaux qui sont sur la droite. Là, il n'y a pas l'hydrogénase qui se situerait par là, mais où on voit le platine tout en haut dans cette relation densité de courant sur delta G. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces calculs collent très très bien avec l'expérience, puisque le molybdène lui-même est très mauvais parce que le delta G est trop négatif, l'or est très mauvais parce qu'il est trop positif. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez, le molybdène de l'or. Ça, c'est des données expérimentales. Et le MOS2, il se place relativement bien. Ce qui colle ici, vous voyez, il n'est pas aussi bon que les métaux nobles, mais il est quand même assez efficace. À partir de là, tout un tas de travaux ont été menés, des études électrocatalytiques sur le MOS2, et ici, donc, vous voyez que sur une électrode de carbone, donc, il y a des très très fortes surtensions pour la réduction des protons. Le platine, évidemment, c'est nettement mieux. Et quand vous regardez MOS2, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'on a des surtensions qui sont relativement faibles, autour de 100-200 millivolts, hein, surtension ici qu'on peut définir dans ce cadre-là comme le niveau de surtension nécessaire pour avoir un peu de courant, indiquant donc une réduction des protons
en hydrogène. Alors là, il y a eu des choses intéressantes récemment qui ont essayé de comprendre un petit peu les mécanismes de réaction. Et ce n'est pas si facile que ça dans le domaine des matériaux, si je comprends les choses. Et là, il y a eu des résultats tout à fait intéressants. Là aussi, les calculs, l'expérience combinée donnent des informations tout à fait utiles. Dans le cas de la nitrogénase, donc vous voyez, on retrouve ce système, à nouveau le molybdène ici. Il a été démontré que les protons qui allaient être réduits se fixent sur des atomes de soufre qui sont en surface. Vous voyez, ce sont les atomes, ce sont les boules noires ici, qui sont les atomes d'hydrogène qui sont accrochés sur les soufres et qui, de cette façon, sont activés et ensuite récupèrent des électrons qui sont sur ce cluster. Dans le cas de l'hydrogénase, c'est-à-dire l'enzyme qui est vraiment faite pour réduire des protons, parce que la nitrogénase, je dis qu'elle réduit des protons, elle le fait en effet, mais sa fonction, c'est de réduire de l'azote. Ça aussi, c'est une réaction qui est tout à fait fascinante, et peut-être que dans d'autres cours des années suivantes, on parlera de cette nitrogénase. La question de la réduction de l'azote est, pour un chimiste, évidemment, quelque chose de très, 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 très intéressant. Oui, alors... Maintenant, qu'en est-il de ces sulfures de molybdène? Eh bien, notamment alors, quand vous déposez des sulfures de molybdène sur des surfaces d'or, ce que vous voyez, c'est des sortes de nanoplaquettes organisées comme ça en triangles tronqués. Donc, vous voyez, c'est de plus en plus zoomé sur ces fameux triangles. Et puis, vous voyez que là où vous avez plus de conductivité électrique, c'est ce qui est montré par cet éclairement jaune ici, ça indique que c'est là qu'on a les plus grandes activités électroniques. Et donc, ce qui a été assez bien montré, c'est que l'activité catalytique se passait sur des soufres en bordure, et pas du tout dans le cœur de ces plaquettes. Et là, par exemple, c'était tout à fait... Donc, vous voyez, c'est un papier de Science 2007. Les gens ont trouvé une meilleure corrélation entre l'activité, donc exprimée ici en densité de courant, et la longueur des bordures. Il y a une très très bonne corrélation, alors qu'il y a beaucoup moins de corrélation lorsqu'on rapporte ça en surface, en recouvrement de particules de MOS2. Donc il y a une réactivité sur la surface. Et dans Science 2012, vous voyez, c'est assez amusant cette affaire, c'est qu'on part de l'enzyme, on arrive sur du matériau, et peut-être que même le moléculaire, ici dans ce cas, peut être utile. Et là, ces chimistes se sont intéressés à, d'une certaine façon, des modèles de modèles, hein, puisque si on prend ce MOS2, qui est un modèle de site actif de nitrogénase, on peut peut-être, par des petites molécules, modéliser des morceaux, des tout petits morceaux d'un matériau. Ici, le groupement MOS2, vous voyez, en bordure, et donc, moyennant que l'atome métallique, ici le molybdène, soit maintenu par un ligand, ici c'est un ligand polydentate azoté organique, il est possible de créer la même entité MOS2 et d'en étudier la réactivité. Et évidemment, c'est plus facile d'étudier des mécanismes lorsqu'on a un objet comme ça, moyennant qu'il soit relativement stable et manipulable, qu'un matériau. En tout cas, ce que je dis, c'est de la bouche d'un moléculariste. Peut-être que spécialiste de matériaux me dirait le contraire et que c'est plus facile sur un matériau. Mais de mon point de vue, je trouvais ça assez intéressant, je voulais vous en faire part. Et ce qu'on observe, c'est que, en effet, cette petite molécule a des activités électrocatalytiques. Alors, bon, pour le moment, c'est des surtensions qui sont encore trop élevées, mais comme vous voyez ici, en présence de protons, vous avez une vague électrocatalytique qui montre qu'au-delà de moins 700 millivolts par rapport à l'électrode à hydrogène, vous avez une activité électrocatalytique de réduction des protons en hydrogène, donc c'est un catalyseur. C'est bien mieux
que le même complexe avec un oxo, donc des oxomolybdènes plutôt que des MOS2. Et voilà, et donc quand vous faites de l'électrolyse en vous mettant un potentiel de moins 780 millivolts, vous avez des très très bons rendements de production d'hydrogène, vous avez de relativement bonnes vitesses, vous voyez 480 turnovers par seconde, ce qui est très très bien. C'est relativement stable puisque vous pouvez pendant plusieurs dizaines d'heures faire tourner le système et faire plusieurs milliers de turnovers. Donc c'est intéressant. Alors le défaut à nouveau, c'est que vous voyez, on se met à des potentiels très très bas, donc il y a une surtension qui est trop forte. Mais vous voyez un peu ce cheminement entre on est parti de l'enzyme, on est allé au matériau, et puis ensuite on va sur le moléculaire. Alors simplement pour dire que le MOS2 est aussi développé en photocatalyse. Là encore, démarche classique, très simple. Soit vous mettez un photosensibilisateur organique, inorganique, le fameux complexe de trisbipyridine ruthénium. Vous avez du MOS2 colloïdal, vous avez un donneur d'électrons, ici c'est de l'acide ascorbique. Voilà, vous éclairez et vous facilitez le transfert d'électrons de l'acide ascorbique au catalyseur MOS2 et vous faites de l'hydrogène. Donc ici, ce sont des systèmes qui fonctionnent. Voilà, plusieurs centaines de cycles catalytiques en plusieurs heures peuvent être développés avec ce type de système relativement simple. On peut aller peut-être plus loin, comme c'est présenté ici, en déposant du sulfure de molybdène sur des semi-conducteurs. Ici, c'est du sulfure de cadmium, hein, c'est ce que vous voyez ici. Le MOS2 sur du sulfure de cadmium, vous éclairez et effectivement, vous avez de la formation d'hydrogène, c'est ce qui est rapporté ici en micromoles par heure, plusieurs centaines. Ici, c'est une courbe qui rapporte l'activité en fonction de la quantité de MOS2 qui est mis sur le sulfure de cadmium. Et voilà, donc pour ce type de construction, le MOS2 est tout à fait efficace et vous voyez qu'il est même dans ces conditions-là, en tout cas plus efficace que le platine, le ruthénium, le rhodium, enfin les métaux nobles. Donc c'est un matériau qui intéresse beaucoup de gens, de sorte qu'il y a tout un tas de développements, y compris qui vont assez loin avec la construction de dispositifs réels, hein, de piles, d'électrodes élaborées avec des sulfures de molybdène aujourd'hui. Vous voyez, Angevin Chemistry 2011, Nature Materials. Ici, ce sont des dépôts de sulfure de molybdène donc sur des semi-conducteurs, donc sélénure de cadmium ou sulfure de cadmium. Je vous rappelle ici que ces matériaux sont tout à fait intéressants. Il n'y en a pas beaucoup de ce type-là. Malheureusement, ils posent des problèmes environnementaux. Le cadmium est quelque chose de toxique, donc je ne crois pas qu'il y ait de l'avenir à ce type de dispositifs à base de cadmium, mais néanmoins, c'est des bons semi-conducteurs. Ce qui est unique dans ces semi-conducteurs, c'est que vous voyez, ils ont leur bande de conduction qui a l'énergie suffisante pour réduire l'eau en hydrogène et leur bande de valence suffisamment oxydante pour oxyder l'eau en oxygène, ce qui n'est pas le cas. Ah oui, et puis, excusez-moi, c'est le cas de TiO2 par exemple, mais c'est surtout que ça se situe, vous voyez, entre 1,7 et 2,25 électronvolts, donc dans un domaine de la lumière visible, j'ai déjà évoqué ça. Donc, pour un photosensibilisateur ou un semi-conducteur, on a besoin qu'il absorbe dans le visible et qu'il ait cette propriété d'avoir la bande de valence, la bande de conduction ici et la bande de valence ici. Donc, c'est des très bons systèmes. Ici, vous avez récemment un système où du sulfure de molybdène a été déposé sur du silicium, qui est évidemment un semi-conducteur que vous voyez ici et qui est tout à fait intéressant pour une photocathode, moyennant évidemment qu'elle soit associée à une photoanode, parce que comme vous le voyez ici, la bande de valence du silicium est totalement incapable d'oxyder. Enfin, un trou dans cette bande de valence est
incapables d'oxyder l'eau en oxygène. Mais pour la réduction des protons, ça va. Donc là, il y a une organisation en bâtonnet pour, évidemment, contrecarrer les problèmes de recombinaison de charge. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux simplement vous dire qu'on peut déposer sur du silicium des sulfures de molybdène, et ça marche. Avec des rendements de conversion de l'énergie solaire en hydrogène de l'ordre de 10%, ce qui est vraiment très bon aujourd'hui. Alors avec des densités de courant qui ne sont pas terribles, enfin de l'ordre du milliampère par centimètre carré, mais aujourd'hui c'est l'état de l'art. Il n'y a pas de système de ce type-là avec des métaux non nobles qui arrivent au niveau de l'ampère par centimètre carré. Ça, il faut le savoir, on est plutôt dans ces niveaux-là. Voilà, donc j'en ai fini avec l'approche bio-inspirée. Vous voyez, on peut faire, j'ai pris deux exemples, oxyde de molybdène et oxyde de manganèse mixte à calcium et sulfure de molybdène. Donc les enzymes peuvent inspirer aussi le monde de la chimie du solide et de la chimie des matériaux, dans le domaine de la catalyse. Je vais parler maintenant d'un autre sujet qui me ramène à ce que j'ai évoqué au tout début de mon cours. Mon premier cours était sur les catalyseurs, les métalloenzymes artificiels et les catalyseurs hybrides. Et bien là, je vais faire la même chose, je vais revenir à ça. Donc vous vous souvenez, le concept, c'est je prends des protéines et je prends des molécules de synthèse et j'associe ça au sein d'un complexe. Et ce faisant, j'ai un objet nouveau qui est à la fois biologique et chimique et qui essaye et qu'on construit pour que cet objet original, ni vivant ni purement inorganique, combine des propriétés intéressantes à la fois de la protéine et de la biologie et de la chimie. Donc je ne vais pas revenir, si vous reprenez le premier cours, j'ai développé en détail la démarche et l'intérêt de la démarche. Je vais simplement aujourd'hui attaquer tout de suite en donnant quelques exemples de systèmes qui combinent des matériaux et des protéines. À nouveau, avec la vision, est-ce que ça peut faire des catalyseurs intéressants? Alors, il y a un objet qui a été très très étudié de ce point de vue-là, c'est la ferritine. Alors, ferritine, c'est aussi un objet biologique tout à fait intéressant, tout à fait unique, passionnant, qui est connu depuis très très longtemps, très étudié. On a des structures cristallographiques. Bon. Alors, juste un petit mot sur la fonction de ce système. Donc, c'est un système complexe. Vous voyez, il y a 24 sous-unités protéiques, hein, donc c'est un énorme assemblage protéique, dont la fonction dans la cellule est très très importante, puisque cet ensemble qui, on le voit peut-être pas très bien ici, mais c'est un peu représenté là, a des cavités tout à fait importantes. Et ces cavités sont utilisées pour stocker des atomes de fer lorsque la cellule se trouve en situation d'excès de fer. Comme vous le savez sans doute, l'excès, c'est pas bien, et l'excès de fer, en particulier pour les cellules, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que ces atomes de fer ont des réactivités qui peuvent impacter sur l'état de la cellule, notamment parce que la combinaison fer et oxygène peut conduire à des radicaux oxygénés et à du stress oxydant. Donc lorsqu'il y a trop de fer, la cellule incorpore des ions fer2 qui, en présence d'oxygène, s'oxydent à l'intérieur de la cavité pour donner des matériaux de type oxyde-hydroxyde de fer que vous avez représentés ici, qui sont accrochés à l'intérieur de cette cavité par des carboxylates, ce sont des glutamates, des aspartates, enfin, etc. En même temps, c'est aussi une ressource de fer, c'est-à-dire quand quand le fer vient à manquer, ce qui peut se produire aussi, ce stock de fer peut être redonné à la cellule par des mécanismes relativement simples de transfert d'électrons. Il faut un réducteur. Si vous réduisez ces oxydes de fer avec certains réducteurs, en particulier les flavines réduites,
vous avez relargage du fer, et à ce moment-là, les cellules récupèrent du fer qui était stocké à l'intérieur de la ferritine. Bon, c'est un mécanisme assez intéressant. Alors, on a beaucoup d'informations structurales, notamment donc, ces 24 sous-unités, le fait qu'on a ces cavités de 8 nanomètres de diamètre, donc c'est vraiment des choses tout à fait importantes, que dans l'interface entre plusieurs sous-unités, vous avez des canaux. Vous avez soit des canaux très chargés de type négatif, glutamate, aspartate, qui permet le transport des ions, qui sont positifs, transport des ions à l'intérieur de la cavité, et puis vous avez même des canaux hydrophobes qui permettent de rentrer des petites molécules. Donc vous voyez, c'est un système très très complexe, et comme ça accumule des oxydes de fer, un certain nombre de laboratoires se sont intéressés à la synthèse de nanoparticules métalliques à l'intérieur de la ferritine, et c'est ce qui a été fait dès le milieu des années 2000 avec du palladium, par exemple. Je vais vous parler de palladium et de platine et de cérium. Ici, vous voyez, si vous traitez... donc vous pouvez obtenir de la ferritine vide, hein, sans atome de fer, ce qu'on appelle l'apoferritine. Et donc si vous traitez par des sels de palladium, vous accumulez des ions palladium de plus à l'intérieur de la cavité, vous réduisez en palladium 0 et vous créez des nanoparticules à l'intérieur de la protéine. Ici, simplement, ça montre qu'on peut purifier cet objet. Vous avez la coélution de l'absorption du palladium et de la protéine. Vous voyez, cette bande d'absorption très large est l'indication que vous avez rajouté du palladium dans l'apoferritine qui n'a qu'un pic à 280 nanomètres, puisque l'apoferritine, ce n'est que de la protéine. Voilà. Et donc, par des études de microscopie électronique, on peut en effet voir que vous avez ici donc, vous voyez, c'est une ferritine isolée ici. Donc, vous avez de la protéine en blanc et au cœur, ici, de cet objet, vous avez voilà, des clusters de palladium. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en accumuler 460. Ici, dans ce cas-là, enfin plusieurs centaines. J'ai oublié de dire en effet que cet oxyde de fer que la ferritine peut incorporer, c'est un oxyde de fer fait de multiples atomes de fer. Il y a plusieurs milliers d'atomes de fer qui peuvent être incorporés naturellement au sein de la ferritine. Et ici, c'est aussi plusieurs centaines d'atomes de palladium. Et c'est relativement monodisperse, comme vous pouvez le voir, puisque c'est des particules de l'ordre de 2 nanomètres. Donc voilà, on a des nouveaux objets dont la synthèse est induite par la présence de cette ferritine. Alors, vous pouvez aussi exploiter ces nanoparticules pour faire de la catalyse. Ici, c'est un exemple d'hydrogénation catalytique. Donc, vous voyez, avec des efficacités tout à fait intéressantes, hein, plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par unité ferritine, avec des sélectivités en termes de substrats. Hein, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes activités pour tous ces substrats-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'en effet, il faut que les molécules puissent plus ou moins pénétrer à l'intérieur de la cavité. Donc on a un contrôle. Hein, on peut contrôler la sélectivité des réactions parce qu'il y a probablement un effet en particulier stérique, mais aussi électronique, sur lequel on peut jouer pour que les molécules accèdent ou non au palladium qui est à l'intérieur de la ferritine. Donc on peut jouer avec ça. Il y a eu peu d'exploitation après ça de ce type d'objet. Même chose avec la ferritine. Avec le platine, donc même principe, hein, vous partez d'une apoferritine, vous traitez avec un chlorure de platine, vous réduisez et vous avez la formation de particules de platine, là aussi relativement monodisperses, autour de 2 nanomètres. Ici, vous voyez tous ces ronds blancs, ce sont des ferritines isolées avec en noir à l'intérieur le cluster de platine. Donc il y a vraiment incorporation du platine à l'intérieur de la protéine. Donc c'est vraiment ce que j'ai depuis le début appelé comme un matériau biohybride. Et puis ça, c'est ce qui se passe quand vous n'avez pas de ferritine. Vous voyez, vous avez
de la poudre noire qui se forme, mais pas du tout l'organisation que vous voyez ici. Hein. Ça, c'est en absence de ferritine. Là, il y a un peu moins de platine qui s'accumule à l'intérieur de la ferritine, mais vous avez des clusters de platine qui sont à l'intérieur de la protéine. Ici, ce qui a été testé dans ces conditions, c'est de la décomposition des activités de type catalase et peroxydase de ces objets, de la décomposition de l'eau oxygénée. Vous voyez, si vous n'avez pas de protéines, l'eau oxygénée ne se décompose pas. Si vous avez juste de l'apoferritine, il y a un tout petit peu de décomposition. Et si vous avez le système platine-ferritine, vous avez une très très bonne décomposition de l'eau oxygénée. C'est stable, puisque 2 semaines après, vous revenez avec le même échantillon et ça marche. Voilà, donc il y a des propriétés catalytiques de ces objets. Voilà, ça c'est juste pour montrer que si on compare à des catalases, qui sont des enzymes qui, dans nos cellules, catalysent la décomposition de l'eau, ou des peroxydases qui catalysent la réduction de l'eau oxygénée, eh bien, on a des propriétés qui sont assez comparables en termes d'activité. Vous voyez, parfois même c'est plus important dans le cas de l'activité, du système platine-ferritine. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez y compris avoir des affinités, alors ce n'est pas tout à fait des affinités, les KM, mais enfin des affinités plus importantes pour les substrats dans le cas du système platine-ferritine que dans le cas des enzymes. Bon, pas la peine de rentrer dans le détail, mais vous voyez, c'est des résultats relativement récents qui essayent d'exploiter ces objets pour faire des systèmes de type enzymatique. D'une certaine façon, c'est devenu une enzyme. Cette ferritine, ayant incorporé du palladium et du platine, est devenue une enzyme, ce qu'elle n'est pas dans le système naturel. Donc en hybridant avec de la chimie, on a créé un nouveau système enzymatique. Voilà, et il y a des études cellulaires qui sont menées sur de tels systèmes. Voilà, ce sont des cellules humaines qui sont soumises à un stress eau oxygénée. Et comme vous le voyez, en effet, il y a plus de protection lorsque ces cellules sont traitées par le système platine-ferritine que lorsqu'il n'y a rien. Voilà. Et il y a un effet de dose, mais enfin là aussi, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Un système très très intéressant, alors tout récent, qui a été développé et qui a conduit à ce qui est sans doute un des systèmes de type superoxyde dismutase les plus efficaces qui existent aujourd'hui. Vous voyez, donc publié dans JACS et ChemCom récemment, c'est la formation de particules, enfin l'incorporation de particules d'oxyde de cérium dans la ferritine. Les oxydes de cérium sont connus depuis un certain temps comme étant d'assez bons catalyseurs de dismutation du superoxyde. Bon, peut-être un jour, je parlerai de stress oxydant, et ça peut être un sujet qui peut intéresser, et qui est évidemment un sujet majeur. Donc, simplement, je vais parler de superoxyde. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, nous vivons dans un monde rempli d'oxygène. Cet oxygène, comme vous le savez, parce que j'en ai parlé, il est surtout réduit à 4 électrons au niveau d'une enzyme qui est la cytochrome oxydase pour faire de l'eau. Dans la chaîne respiratoire au cours du processus de la respiration, mais dans tout un tas de processus, y compris celui-là, cet oxygène est réduit incomplètement et produit des espèces qui sont réactives et dont il faut se protéger. Une de ces espèces, c'est l'anion superoxyde, qui est le produit de réduction à 1 électron de l'oxygène. Il faut s'en débarrasser, et une façon de s'en débarrasser, c'est de catalyser la réduction de dismutation qui convertit ce superoxyde en oxygène et en eau oxygénée. Alors là, ce qu'ont fait les gens, c'est d'essayer de regarder si l'incorporation de cet oxyde de cérium dans la ferritine pouvait non seulement améliorer les capacités catalytiques de type dismutation du superoxyde, mais également être utilisée dans des systèmes cellulaires efficacement. Donc là, la stratégie qui a été choisie dans ce travail, c'est de partiellement dissocier les sous-unités de l'apoferritine,
ce qui peut se faire à pH acide, et de revenir à pH plus basique, enfin neutre en l'occurrence, où les sous-unités se referment autour des nanoparticules d'oxyde de cérium. Et c'est comme ça qu'on a un objet dans lequel, donc ici appelé AFT-SCO2, donc avec de l'oxyde de cérium contenu à l'intérieur de ces fameuses cavités de ferritine dont j'ai parlé. Là aussi, vous retrouvez ces fameuses images où vous avez cette couronne protéique qui entoure les nanoparticules. Vous voyez ici encore les nanoparticules d'oxyde de cérium. Alors, dans des systèmes solubles in vitro de tests d'activité superoxyde dismutase, comme vous le voyez, vous avez des capacités de piégeage de l'anion superoxyde très puissantes avec l'ensemble AFT-SCO2, donc cet objet hybride, donc beaucoup plus efficace que si vous mélangez de l'oxyde de cérium avec de la ferritine, ou si vous prenez de l'oxyde de cérium et si vous prenez les contrôles sans ferritine ou avec que de la ferritine, etc. Et ici, bon, c'est une présentation d'une activité superoxyde dismutase. Évidemment, la comparaison dépend des quantités relatives que vous mettez. Mais enfin, bon, ça c'est pour la publicité, pour vendre son produit, mais c'est un système qui est relativement efficace. Ensuite, il y a eu des études cellulaires tout à fait poussées sur ce type d'objet. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'une part, on constate que cette ferritine pénètre nettement mieux à l'intérieur de la cellule. Ici, vous avez simplement un colorant qui est révélateur du stress oxydant. Donc, vous prenez des cellules, vous les traitez avec un colorant, et ensuite, vous traitez les cellules avec un stress de type eau oxygénée. Donc, vous constatez que si vous avez juste de l'oxyde de cérium, vous diminuez l'intensité de la coloration, ce qui est une preuve que vous diminuez le stress oxydant. C'est ce qui s'observe également ici, puisque ici, c'est l'intensité de fluorescence relative. Et ce que vous observez aussi, c'est lorsque maintenant vous avez l'objet hybride, en effet, vous avez pratiquement détruit tout le stress, et il n'y a plus de stress oxydant dans ces cellules. Et c'est ce qui s'observe aussi également ici. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la mesure de quantité de cérium, d'atomes de cérium à l'intérieur de la cellule montre une très très grande différence dans la pénétration de ces nanoparticules de cérium. C'est beaucoup mieux avec l'objet hybride, il y a plus de pénétration. Et il y a eu je ne rentre pas là aussi dans le détail, une étude des mécanismes d'incorporation de ces objets. Et c'est des mécanismes très très différents, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans le cas de l'objet hybride, on profite, en tout cas dans ce type de cellules, de la présence de récepteurs spécifiques de la ferritine qui reconnaissent la ferritine et le fait qu'il y ait du cérium à l'intérieur ne change pas l'affinité, et qui ensuite sont internalisés dans des vésicules qui contiennent ces ferritines et donc ces nanoparticules d'oxyde de cérium qui sont ensuite libérées. Voilà une belle image qui montre cela. Genre 2001, Odyssée de l'espace. Vous avez ici donc la ferritine avec l'oxyde de cérium. Vous avez des récepteurs spécifiques de la ferritine. Vous avez donc une bonne pénétration et cet objet est un très bon catalyseur de réduction du superoxyde en oxygène. Donc vous pouvez avoir, enfin, superoxyde ou oxygéné d'ailleurs. Voilà. Donc je crois que ça illustre assez bien cette richesse de la combinaison de la biologie et de la chimie. Et je voudrais terminer sur le fait que des caches protéiques, il y en a un certain nombre. Pas énormément, mais il y en a un certain nombre. Et s'il y a bien une cache protéique qui est bien connue, c'est celle qui est fournie par les virus. Comme vous savez, les virus, c'est une grosse coque protéique qui est destinée à transporter, protéger des acides nucléiques, un patrimoine génétique.
Et donc, si on arrive, ce qu'on sait faire, à enlever les acides nucléiques à l'intérieur de cette cavité, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ce que j'ai raconté avec les ferritines, c'est-à-dire ici un certain nombre de sous-unités protéiques. Ici, vous voyez, peut-être des systèmes les mieux étudiés, c'est le CCMV. Donc vous avez toutes sortes de virus de tailles différentes. Chaque fois, vous voyez, ce sont des protéines, des cavités protéiques qui sont vides à l'intérieur quand il n'y a pas d'acide nucléique. Et ce virus, CCMV, c'est celui qui a été le plus utilisé. Vous voyez, c'est 180 sous-unités. Tout à l'heure, je parlais de 24 avec la ferritine. Ici, c'est 180 sous-unités. C'est des cavités qui sont beaucoup plus grandes, plusieurs dizaines de nanomètres. Alors, on peut jouer avec toutes ces protéines, c'est-à-dire qu'on peut incorporer des choses à l'intérieur, on peut greffer des choses aux interfaces ou à la surface. Enfin, donc voilà, on a des informations structurales. Voilà à nouveau les différentes protéines, de différentes couleurs, ce sont les protéines, et les cavités. Alors, voilà, donc là aussi, l'idée, il y a eu relativement peu de travaux, l'idée c'est d'utiliser ces virus pour synthétiser des nanoparticules métalliques spécifiquement et d'en étudier éventuellement et d'en faire des objets, alors là, qui sont devenus très complexes, très gros, mais des objets donc hybrides qui ont des propriétés, par exemple catalytiques, mais autre chose. Ici, c'est peut-être un des tout premiers travaux qui ont été faits dans ce domaine. Vous voyez, ça date de la fin des années 90, presque 2000. Donc l'idée, c'est évidemment de sortir les acides nucléiques de l'intérieur des cavités et ensuite d'incorporer des choses à l'intérieur. Donc ça, ce premier travail a été fait avec des polyoxométallates. Alors les polyoxométallates, ce sont des composés inorganiques, mais qui ont la propriété d'être chargés négativement. Alors ça, c'est très très important parce que si vous ne touchez pas au virus, je veux dire en modifiant ses propriétés de charge, vous comprenez très bien que ce qui est à l'intérieur, qui sont les acides, naturellement, ce sont les acides nucléiques, donc très chargés négativement, ça indique que probablement ces cavités sont douées pour attraper des choses chargées négativement. Et en effet, les polyoxométallates sont chargés négativement et c'est assez naturel que les gens aient essayé de commencer par des entités comme ça. On peut faire rentrer donc ces objets. Là, à nouveau, vous reconnaissez ce type de structure vue par microscopie électronique avec l'image de la protéine en blanc et à l'intérieur le matériau inorganique. Bon, simplement pour dire que ici, c'est peut-être un peu plus difficile de faire rentrer des choses, mais on peut jouer sur le pH en particulier parce que ces virus, ils respirent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, du pH, ils s'ouvrent un peu, puis ils peuvent se refermer, enfin, etc. Donc, il y a des états plus ouverts que d'autres, et donc vous utilisez ça pour faciliter l'incorporation de matériaux. Plus récemment, il y a eu un travail absolument considérable où on a voulu incorporer des ions qui s'oxyderaient à l'intérieur, mais donc on a voulu faire rentrer des choses chargées positivement. Alors une façon de faire, c'est de faire de la mutagénèse dirigée, de modifier des acides aminés, je crois que c'était des histidines en glutamate ou en aspartate. Dans ce travail-là, il y a eu 9 mutations. Donc si vous faites 180 sous-unités, parce que c'est 180 sous-unités identiques, donc vous faites 9 fois 180, donc vous changez 1620 charges positives en 1620 charges négatives. Donc ça fait un changement considérable. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette grosse modification de charge, le virus s'assemble tout à fait correctement. C'est-à-dire que vous avez la même structure du virus. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant considérer de rentrer des ions positifs. Et c'est ce qui a été fait ici, où donc il y a eu de l'entrée d'ions fer de plus, et en présence d'oxygène, cristallisation d'oxyde de fer à l'intérieur de ces
de ces cavités. Donc vous formez des nanoparticules d'oxyde de fer qui ont des propriétés tout à fait intéressantes, monodisperses. Vous voyez, il y a des classes de nanoparticules. Donc là, on a de l'ordre de 8 nanomètres, des nanoparticules de taille de 8 nanomètres, qui sont stables, qui sont cristallines, qui ressemblent à la lépidocrossite de type FeOH. Voilà, donc il y a des possibilités comme ça d'utiliser ces cages protéiques pour créer des nouveaux matériaux. Et ces matériaux peuvent ensuite être récupérés pour les étudier indépendamment de la protéine. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça, c'est juste pour dire qu'on peut aussi débobiner complètement la protéine du virus, les protéines du virus, et puis les reconstruire autour de nanoparticules. C'est un petit peu la même stratégie que ce que j'avais évoqué avec les oxydes de cérium. Voilà, et vous retrouvez ce type d'image. Voilà. Bon, j'ai donc terminé avec cet aspect matériaux bio-inspirés, matériaux hybrides. Là encore, j'espère que vous aurez vu la richesse de cette approche. On crée, vous voyez, si je reprends l'exemple de la ferritine, oxyde de cérium, on peut faire des matériaux hybrides totalement nouveaux, mais qui, d'une certaine façon, restent des objets biologiques, donc peuvent être utilisés, y compris dans des contextes cellulaires. Et à l'inverse, ces objets, si je prends le cas de ferritine platine ou bien les oxydes de manganèse, enfin non, restons avec les hybrides, on a des objets qui restent aussi des objets chimiques et qu'on peut utiliser hors du contexte cellulaire comme catalyseur pour tout un tas de réactions, donc avec de nouvelles propriétés. Donc ce qu'on fait naître en associant les deux mondes, c'est des objets nouveaux, de nouvelles chimies, de nouvelles propriétés. Voilà. Il y a un engouement pour ce type d'approche. On est, je dirais, encore au début, mais je pense que ça sera amené à se développer. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Donc, on va installer la présentation suivante, mais évidemment, si vous avez des questions pendant ces quelques minutes, je suis prêt à y répondre. Merci.